Si on va ouvrir une page qui est pas agréable, qui va même être parfois très douloureuse pour aussi bien pour ceux qui vont l'entendre que ceux qui vont en parler. On va aborder ce qui est mis en place actuellement par le collectif Eliana, c'est dénoncer, c'est vraiment stopper, ralentir et la maltraitance faite à l'enfant. On est dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Julien Grondin, vous êtes président du collectif Eliana. Bonsoir. C'est quoi le collectif Eliana ? Le collectif Eliana, c'est l'union sacrée de 22 associations réunionnaises qui veulent lutter contre la maltraitance infantile, contre l'inceste, qui veulent aussi réveiller les consciences et les pouvoirs publics sur ce fléau qu'atteint le département à La Réunion. J'allais dire que on a l'impression que d'un coup, on se réveille alors que normalement, on a toujours eu l'impression que ces actes de maltraitance étaient dénoncés déjà, qu'on avait fait un gros travail en la matière, mais paradoxe, on arrive à un moment où on dit qu'il y a quand même 4000 enfants victimes de maltraitance. Effectivement. Alors je ne veux pas renier le travail qui a pu être fait auparavant, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un tabou sacro-saint qui est en train d'être brisé à La Réunion et dont il faut briser. La preuve, avec uniquement la page MeToo Inceste 974, nous avons reçu des centaines de témoignages. L'État est en train aussi d'entendre ce qui se passe et peut-être aussi de commencer à changer les choses. 4000 enfants, comme vous dites, 2 à 3 enfants victimes d'inceste par classe à La Réunion, c'est trop. Et ce sont des chiffres qui font froid dans le dos. C'est même énorme. Je veux dire, dans une société réunionnaise qu'on dit si évoluée, si moderne pour certains endroits surtout, comment, et ça c'est le paradoxe qui ramène cette question, c'est pas ce que je voulais dire, mais je vais vous poser la question. Quels sont les rangs de notre société, les niveaux de notre société qui sont les plus touchés ? Parce que je connais la réponse, je vous la pose. Tous. Voilà. Tous sont atteints. La maltraitance infantile n'est pas uniquement réservée à une classe et une catégorie sociale. Néanmoins, nous avons aussi un autre fléau à La Réunion, c'est l'alcool. Et l'alcool fait des dommages collatéraux, notamment la violence et la maltraitance infantile. Et je vais revenir sur ce que je voulais dire au départ, c'est quand on regarde le contexte, son évolution, qu'est-ce qui n'a pas marché dans tout ce qui a été mis en place ? On avait l'impression qu'on était rentré dans les cases, qu'on avait cassé les bidonvilles, on avait fait les RHI, résorption d'habitat insalubre, donc on avait enlevé le cadre qui nourrissait parfois cette maltraitance, mais c'est pas ça Non. J'ai envie de vous dire, on peut être dans une villa avec piscine, et pourtant derrière les murs, il se cache une maltraitance. Non, sincèrement, je pense que il y a, pour être très vrai avec vous, un manque de volonté politique, un manque de volonté aussi au niveau judiciaire, qui fait que on est dans une situation très malsaine où on sait, mais on ne dit pas. Et puis, les enfants, ça ne vote pas. Il faut parler très vrai aussi. Ça n'intéresse pas non plus. Et le collectif Eliana, depuis quelques mois maintenant, donc depuis l'affaire des burgers de papa, puisque le collectif est né à ce moment-là, a enlevé un voile au niveau de la société. Et je crois que les Réunionnais aujourd'hui est prêt à s'attaquer à son fléau, c'est-à-dire cette violence infantile, où l'enfant en fait est encore considéré comme une res nullius en Grèce. Elle n'appartient à personne, c'est une chose, et pas un être humain dans sa globalité. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger la sociologie avec les comportements. Je vous dis après pourquoi. D'un point de vue purement sociologique. Est-ce que on peut expliquer cette situation ? Alors je vous avoue que je suis pas sociologue. Expliquer la situation, je pense que c'est
une époque qui ne s'est jamais résolue, cette façon de vivre avec l'enfant. Et la sociologie, oui, peut-être parfois aussi les faits de société. Hein, je reviens sur l'alcool, hein, ça reste un fléau qui met en danger parfois les enfants. Ouais, et je vais sur ce qui est la façon d'être des Réunionnaises et des Réunionnais. C'est que l'histoire de la Réunion, l'esclavage, l'engagisme, les différents, j'allais dire, étapes de l'évolution, font que la misère a été entretenue, a été quelque chose. Les enfants de la Creuse, le Bimidum. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ça a multiplié la souffrance. Est-ce qu'il y a un moment où les responsables se sont dit qu'il y a peut-être un constat déjà à faire à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas s'ils se le sont dit, mais ils devraient se le dire, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Et vous touchez un point sur lequel le collectif Eliana porte une attention particulière, c'est le suivi psychologique. Très peu d'enfants sont suivis au niveau psychologique. Mettez-vous à la place d'un enfant victime de violence ou d'inceste qui décide de parler ou qui, effectivement, on s'aperçoit qu'il subit des violences. Il doit d'abord donc parler, par exemple, à un soignant, ensuite doit parler à des gendarmes ou des policiers, ensuite à son avocat, ensuite à des magistrats, pour s'entendre dire à la fin d'une enquête, l'affaire est classée sans suite. Imaginez la souffrance psychologique que c'est pour un enfant. Alors le collectif Eliana, et pour rebondir sur ce que vous dites, demande à ce qu'il y ait un suivi réel psychologique de ces enfants, et surtout l'un des moteurs de ce qui ne marche pas à La Réunion, c'est que la parole de l'enfant n'est pas légitimée. Malheureusement, comme le disait un maître Vardin il y a quelques semaines de ça, l'affaire d'Outreau, etc., n'a pas aidé, d'accord, où la parole de l'enfant a toujours été mise en doute. Et cette fois-ci, à La Réunion, depuis de nombreuses années, la parole de l'enfant est mise en doute, parce qu'on a toujours peur que l'enfant soit manipulé, etc. Ce que le collectif Eliana demande aujourd'hui, que ce soit la règle, c'est que ce que l'enfant dit, on y croit. C'est à l'enquête ensuite de déterminer ce qui s'y passe. Mais on doit écouter et entendre la parole de l'enfant. On doit avoir un suivi psychologique aussi pour l'enfant. Là-dessus, sur la parole de l'enfant, on voit que la justice a essayé de mettre un cadre pour qu'il y ait un maximum de crédibilité sur la parole de l'enfant. Mais il y a une question qui reste toujours posée, c'est ce côté aléatoire. Et en justice, tout ce qui est aléatoire, malheureusement, affaiblit la partie qui est concernée. Et un enfant, heureusement ou malheureusement, quand il aime son père, quand il aime sa mère, même s'il a été frappé, maltraité, quand il porte plainte, quelques temps après, derrière, il y a un travail de sape qui est mené par la famille. L'enfant revient sur sa plainte. Et à un moment, je peux comprendre aussi les gendarmes ou la justice, on ne sait plus très bien sur quel pied danser. Alors, comment aujourd'hui le collectif Eliana peut justement mettre un cadre autour de l'enfant, et alors que vous n'êtes pas la justice, vous n'avez pas les moyens de le faire? Comment c'est possible, si on veut protéger l'enfant, le protéger malgré lui des gens que lui aime et qu'il aime aussi malgré tout? Sûr. C'est tout ce qu'on demande en fait dans le collectif, et vous touchez à un point très sensible. Le collectif demande à ce que l'enfant soit encadré et entouré. C'est le rôle des services sociaux, c'est le rôle du conseil départemental. Et ce rôle-là, à l'heure actuelle, n'est pas forcément joué. C'est ce rôle-là, justement, qui aujourd'hui est en question. Parce que, est-ce que le personnel qui s'occupe de ça est vraiment formé? Juridiquement parlant, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ils appliquent la loi et ce personnel sait appliquer la loi. Il n'y a pas de problème. Mais accompagner l'enfant,
Ça, c'est autre chose. Totalement. Et alors, on peut revenir, hein, bien entendu, sur le manque de moyens que le conseil départemental peut avoir parfois. Vous touchez aussi un autre point sensible, la formation, effectivement. Mais je crois qu'on doit allier et les services sociaux et les soignants en termes de psychologie, en termes physiques aussi. Il y a du travail à faire. Et en fait, le gros souci, c'est que à l'heure actuelle, il manque encore des maillons dans la chaîne pour que tout se passe bien. Pour revenir à votre question, c'est pas au rôle de la victime enfant de prouver quoi que ce soit. C'est au rôle de l'enquête et des enquêteurs. Je pense à une petite princesse qu'on suit depuis quelques mois maintenant. 15 certificats médicaux attestent de violences physiques, violences sexuelles. L'affaire est classée sans suite. Alors, je m'interroge. Quand on voit les chiffres des personnes poursuivies pour agression, enfin en tout cas violence infantile ou agression sexuelle sur mineurs, 0,6% sont condamnés. 0,6% sont condamnés. Ça, ma question va peut-être va être peut-être vraiment malsaine. Quel que soit l'enfant maltraité, quel que soit son niveau social, son rang social, l'affaire est toujours classée. À La Réunion, très souvent. Trop souvent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui explique que aujourd'hui, la justice enfin, pas seulement aujourd'hui, malheureusement depuis des années, que la justice n'est pas aussi performant que lorsqu'il s'agit de faits d'adultes entre adultes. Je pense que la justice a peur d'être manipulée par exemple, un conflit parental et que l'enfant est au milieu, un divorce par exemple. Je pense aussi que l'affaire, je le redis, d'Outreau, n'a pas aidé la parole de cet enfant qui revient sur ses affirmations, etc. Je pense que la justice a aussi... Oui, mais dans l'affaire d'Outreau, la justice a aussi mis en avant la pression des parents sur les enfants. Oui. Mais ça devrait être une exception, pas la règle. La règle devrait être, l'enfant parle, on le protège. Alors ce que le collectif demande, c'est que si effectivement l'enfant, la victime, l'enfant victime, eh bien l'auteur est dans le foyer, eh bien qu'on l'écarte du foyer pendant quelques temps, pendant le temps de l'enquête en tout cas. Mais dans l'affaire d'Outreau, encore une fois, ce sont des adultes qui étaient mis en cause. Et là encore, c'est ça qui est paradoxal. On a l'impression que tout a été fait pour protéger les adultes. C'est pour ça qu'on a décrédibilisé la parole de l'enfant. Quand on lit le projet de loi là, sur l'âge légal à 13 ans, on se demande parfois comment condamner quelqu'un lorsqu'on demande à un enfant, donc sur le projet de loi. Mais allez-y, t'as terminé. Après, je reviendrai sur ce que... L'enfant doit prouver qu'il a été agressé, qu'il n'était pas consentant, dans un cadre de surprise, de violence, de menace. Quand on a 8, 6, 10 ans, comment montrer et prouver tout cela? Ça, c'est au rôle de l'enquête. Encore une fois, je trouve que nous trouvons, le collectif, que certains rôles ont été peut-être mal positionnés. L'enfant est victime, c'est à l'enquête et aux enquêteurs de déterminer la vérité, pas à l'enfant de le prouver. J'ai eu l'occasion d'entendre Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, je crois que Éric, c'est son prénom. C'est ça. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc ministre de la Justice, et qui disait que aujourd'hui, alors en ce qui concerne la maltraitance sexuelle, toute pénétration sur un enfant de moins de 15 ans sera considérée comme un viol. Et il est revenu hier et il a demandé 18 ans. Non, ça c'est pour l'inceste. L'inceste, alors... Oui, effectivement, pour l'inceste. Ouais. Mais c'est déjà un grand pas. Alors ça prouve que le mouvement MeToo-Inceste, et en Hexagone et à La Réunion, a joué son rôle. Parce que, le maître Vardin disait encore la semaine dernière, 200 ans avant d'attendre que l'inceste, en tout cas, soit dans le code pénal. Et d'ailleurs, l'inceste n'est pour l'instant pas considéré comme un crime. Et c'est Éric Dupond-Moretti, là, qui demande effectivement à ce que ça soit considéré comme un viol directement et inscrit comme un crime. Et
pour jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, c'est ce qu'il a annoncé hier et c'est une très grande victoire. Ouais. Nous verrons, restons vigilants. Oui, parce que lui, en tant qu'individu, c'est pas quelqu'un qui plaît à beaucoup de monde et on voit qu'on lui met quand même pas mal d'embûches sur sa route. Oui, donc, mais nous nous réjouissons déjà qu'un ministre garde des Sceaux pense comme ça et le déclare. On va être vigilants, mais on est quand même confiant et cela montre quand même que le mouvement a eu son effet. Ce qui nous amène juste de nouveau à nous poser la question là-dessus, c'est est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est des individus, des parents en association qui vont devoir mettre en place toute une procédure et peser pour que la justice, à un moment ou un autre, fasse le travail jusqu'au bout? Ça ne sera pas notre rôle, c'est pas le rôle. Mais force est de constater, vous savez, des associations contre les violences, il en existe. Alors sur les enfants, il n'en existe que 2, Grain de Ciel et puis Écoute-moi, protège-moi, aide-moi à La Réunion. Mais il a quand même fallu l'Union Sacrée, je le dis, je parle d'Union Sacrée parce que c'est la première fois dans le département que 22 associations se retrouvent autour d'une table et sont d'accord pour le même projet. Et ça, c'est phénoménal. Effectivement, nous comptons continuer à augmenter le nombre d'associations et avoir du poids, simplement pour pouvoir défendre l'enfant aujourd'hui. Là, quel est le cas que vous défendez en ce moment? Nous défendons plusieurs cas à La Réunion. Vous parlez en termes de victimes ou en termes de... Non, comme vous avez dit tout à l'heure, sur Facebook, les gens ont réagi. On vous a apporté des informations. Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui sont privilégiés, par exemple? Alors, pour le moment, non. Nous suivons... Alors, les associations. En fait, le rôle du collectif n'est pas d'être, comment vous dire, n'est pas de défendre des cas ou d'être sur le terrain. Le rôle du collectif, c'est plusieurs associations qui veulent amener un réveil au niveau des pouvoirs publics, du conseil, etc. Le rôle de défendre les victimes, c'est réellement les associations sur le terrain. Donc chaque association peut suivre des victimes. Néanmoins, nous allons suivre avec attention le procès de la petite Eliana, décédée en mars 2018 à Saint-André, procès qui devrait avoir lieu au premier semestre 2021. C'est l'un des cas que nous suivons actuellement, c'est l'un des procès que nous suivons. Pour le moment, on n'a pas encore de cas que nous suivons au niveau du collectif. Au niveau de l'association, oui. D'accord. La démarche, alors... Par exemple, si le public souhaite vous apporter de l'aide, du soutien, des moyens, à qui s'adresser, comment vous contacter? Pour le moment, alors soit passer par des associations, il y en a plusieurs, Affect à Saint-Benoît, EPA, Café de Famille à Saint-André, ou alors directement, pour le moment, avec la présidence ou le bureau, en contactant par téléphone, ou alors aussi sur la page MeToo Inceste 974, où nous avons des administrateurs qui peuvent suivre les requêtes. D'accord. Une question, est-ce qu'aujourd'hui, Julien Grondin a demandé à rencontrer des représentants de la justice pour essayer de comprendre, pour essayer de voir quel va être son champ d'action? Est-ce que cette démarche-là a été menée? Alors ça va être votre scoop. On a effectivement, je dois rencontrer le procureur de Saint-Denis dans quelques jours, quelques semaines. Nous demandons une table ronde avec monsieur Cyril Melchior, qui reste quand même le président du département et donc ce qui est en charge, qui a compétence pour le suivi des enfants. Oui, on va rappeler que c'est donc le Conseil général qui effectivement s'occupe des enfants, surtout les enfants qui sont en danger dans leur famille ou déjà en maltraitance. C'est le rôle, c'est l'attribution donc, du conseil général départemental. Et nous demandons donc une rencontre, une table ronde avec donc le conseil départemental, avec tous les acteurs sociaux et judiciaires aussi. Et nous demandons surtout à intégrer l'Observatoire de la protection de l'enfance à La Réunion. Alors cet observatoire, normalement, quelles sont ses attributions ? Ce sont des autorités qui se réunissent pour effectivement parler de tout ce qui est protection de l'enfance.
Le problème, ce qui nous gêne, nous, c'est qu'ils sont souvent entre eux et pas forcément avec des associations qui sont sur le terrain et qui ont des chiffres ou des cas un peu plus réalistes. Est-ce qu'il y a une démarche pour voir comment votre démarche peut être plus efficace, plus percutante, plus performante? Une démarche pour voir? Pour être plus percutante, pour peser un peu plus, pour que la société, et pas seulement la justice, mais également le public, l'environnement, les voisins, prennent aussi part à ça. Parce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Il y a des postures perverses, pédophiles, mais ce n'est pas pour autant dénoncer, ce n'est pas pour autant montrer du doigt. Et totalement. les gens continuent à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Totalement. Eh bien, depuis... moi, je pense que d'une part, les médias sont très importants, d'accord, il faut le dire. Depuis que la page, en tout cas MeToo 16974, ou encore que le collectif est connu, nous avons de nombreux témoignages, nous avons de nombreux signalements. D'ailleurs, à ce propos, je veux inviter les gens, c'est un acte citoyen, de signaler aux services départementaux tout enfant victime, ou tout enfant en tout cas en suspicion de maltraitance, au niveau de la CRIP, donc CRIP.fr. C'est le centre de recueil des informations préoccupantes, donc on parle d'informations préoccupantes, mais au moins il y a une enquête qui sera déjà mise en œuvre. Est-ce qu'ils doivent laisser leur nom ? Pas forcément, ça peut être soit identifié, anonyme, soit anonyme, totalement, et c'est un acte citoyen. D'accord. Voilà, je préfère qu'on le dise parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester anonymes. Totalement. Pour ne pas qu'on vienne leur poser des questions, leur demander des choses. Et comme ils aiment pas trop être mêlés à des choses de manière visible, pour pas qu'on vienne en plus leur chercher des problèmes. Exact. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère... Vous avez raison de préciser, ouais. Voilà, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Une dernière chose avant de conclure. Cette démarche-là, aujourd'hui, elle va vraiment durer? Ou bien il y a une opportunité? Non, nous comptons durer. Donc le collectif maintenant est une association dont j'ai la responsabilité et la présidence, avec une équipe engagée, motivée et sur le terrain. Et non, nous comptons durer. Ce n'est absolument pas un effet d'annonce. De toute façon, nous avons tapé dans la fourmilière. Et il est hors de question de laisser chaque enfant ou chaque famille dans leur histoire sans les y aider. Donc ça va être un mouvement, une association qui sera présente à La Réunion et qui, j'espère, sera de plus en plus visible. D'accord. Alors, Julien Grondin, merci. Donc, vous êtes président du collectif Eliana. Donc, l'objectif pour vous, c'est, on va le rappeler, c'est de protéger. Protéger, informer, de réveiller les consciences, de sensibiliser la population et les pouvoirs publics sur le fléau qu'est la maltraitance infantile à La Réunion. D'accord. Il y a un numéro auquel on peut vous joindre ? Oui, 06 93 70 72 45. On va le répéter. 06 93 70 72 45. Merci pour cette information. Pour toutes ces informations, on vous retrouvera sur ce plateau, vous ou bien les autres associations, pour continuer à essayer donc de vous accompagner du mieux qu'on peut, nous, à notre niveau. Avec grand plaisir. Merci. Pour la communication. Merci à vous. Beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.